Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Le Premier ministre Abdelmalek Sellel a reçu le président de l'Union arabe des banques de données et président de l'Académie de la langue arabe égyptienne Hassan Chafi. Daha Ould Qabliya plaide l'équilibre des attributions du président de la République et du Premier ministre. En France, le président François Hollande convoque le Parlement. À l'occasion du 18 juin, le président François Hollande et le Premier ministre Manuel Valls rendent hommage aux 22 membres du groupe Manoukian de la Résistance. La position du Front des Forces Socialistes, qui n'a ni boycotté ni participé à la récente élection présidentielle, a décidé par la suite de participer à la conférence nationale pour la transition démocratique le 10 juin dernier pour décider plus tard de participer aux consultations en vue de la révision de la Constitution avec la commission d'Ahmed Yahya. Cette position a fait couler beaucoup d'encre et la coordination pour la transition démocratique a une opinion sur le sujet. Le chef du parti Jil Jadid, Sofiane Djilali, s'étale sur le sujet. الجبهات القوى الاشتراكيه كانوا يتكلموا يعني على ذهاب نتاعهم للطرفين وهذا من شأنهم درك يعني خليه كل واحد حر في الموقف تاعو. Et pour connaître si la position du FFS, qui est le plus grand parti de l'opposition, constitue un coup dur pour les efforts de la coordination, Sofiane Djilali a déclaré: أظن هادو ما نقعدوش نخدموا بواحد التصور تاع الماضي. ربما في فترة ما كان أقوى حزب معارض ربما، ولكن الآن يعني تغيرت الساحة السياسية تماما، ونظن يعني نركز على الأرقام على الأصوات. الأساس ما يقدرش يقول بلي هو أكبر حزب معارض. وإذا يعني نرجع إلى المواقف كذلك نظن هو معتدل ربما ويحاور الطرفين، لكن لازم يقنع يعني المواطن، هذا هو. Pour indiquer la coordination pour la liberté et la transition démocratique a reporté sa réunion régulière à dimanche prochain à cause de l'absence de certains chefs de parti. Le président de l'association des anciens du Malg, Daha Ould Qabliya, a plaidé hier à Alger dans le cadre des consultations autour du projet de la révision constitutionnelle pour un équilibre des attributions entre le président de la République et le Premier ministre, dont les missions devraient être confidées et précisées dans la Constitution. Monsieur Ould Qabliya a indiqué avoir fait des propositions en ce qui concerne la décentralisation et la protection de l'environnement. Il a proposé la création d'un Conseil supérieur de la défense qui assiste le président de la République et les responsables directs sectoriels de la défense nationale à mieux définir la politique nationale du pays. Il a indiqué par ailleurs avoir suggéré la création d'institutions consultatives consacrées par la Constitution comme un Conseil supérieur de l'énergie qui sera chargé de la définition de la politique énergétique du pays, un Conseil supérieur des langues et un Conseil supérieur de l'environnement. Le Premier ministre Abdelmalek Sellel a reçu mardi à Alger Cheikh Hassan Chafi, président de l'Union arabe des banques de données et président de l'Académie de la langue arabe égyptienne, accompagné d'une délégation représentant plusieurs pays arabes. L'entretien a permis de procéder à une évaluation de l'état d'avancement du projet portant création d'une organisation suprême de la Dakhira arabe, une institution appelée à jouer un rôle important dans la transmission des connaissances issues de la production scientifique et culturelle arabe. Après avoir rappelé la contribution algérienne dans les efforts visant à concrétiser cet important projet à travers les facilitations accordées, le Premier ministre a réaffirmé le souci et la volonté de l'Algérie à encourager toute dynamique susceptible de promouvoir la culture et la langue arabe sur le plan mondial. L'audience s'est déroulée en présence du président de l'Académie algérienne de la langue arabe, Abdelrahman Hadsaleh. De son côté, le superviseur de l'administration générale de la sensibilisation et de l'édition scientifique, Mansour Ben Mohamed El Ghamidi, a annoncé que la question de la Dakhira arabe n'est pas la responsabilité de l'État ou de l'institution, mais la responsabilité des 22 pays arabes qui ont de nombreuses institutions qui devraient soutenir le contenu arabe. Le tribunal de Nanterre en région parisienne a requis hier une peine de 3 ans de prison contre l'ex-homme d'affaires Abdelmoumen Khalifa qui est poursuivi pour banqueroute et détournement de fonds.
10 autres personnes sont également poursuivies, dont son ex-femme Nadia Amichoun, un notaire et un ancien représentant de l'entreprise en France, ainsi qu'un conducteur et équipement aéronautique. Le parquet a requis des peines de 6 mois de prison avec sursis à 2 ans de réclusion contre 20 mois avec sursis, à leur encontre et des amendes de 10 000 à 80 000 euros. La chute du groupe Khalifa accusé de préjudice estimé entre 1,5 et 5 milliards d'euros à l'État algérien. Le procès se poursuit jusqu'aujourd'hui avec les plaidoiries de la défense. Un autre procès est attendu en Algérie, cette fois-ci où l'ex-méga est détenu depuis 6 mois après avoir été extradé par Londres, où il a été réfugié vers l'Algérie. Le Conseil de sécurité a adopté mardi à l'unanimité une résolution visant à renforcer les régimes de sanctions contre Al-Qaïda et ses affiliés et a rappelé le mémorandum d'Alger sur les bonnes pratiques en matière de prévention des enlèvements contre rançon par les terroristes. Le Conseil a revu les modalités applicables aux sanctions prises contre Al-Qaïda et les personnes, groupes et entités qui lui sont associés, en adaptant les règles aux évolutions récentes et en répondant à certaines préoccupations relatives à leur fonctionnement. Pour faire face à la nature évolutive de la menace que présente Al-Qaïda, l'équipe de surveillance de l'ONU sera désormais chargée d'évaluer cette menace et les mesures optimales permettant d'y faire face. Souligne la résolution qui précise que l'évolution de la menace est caractérisée non seulement par l'afflux de recrues venant du monde entier dans les rangs d'Al-Qaïda et des groupes qui lui sont associés, mais aussi par le détournement des activités des organisations à but non lucratif que le Conseil appelle à prévenir par des mesures fermes et énergiques de la part des pays. Il a ainsi fermement condamné les enlèvements et les prises d'otages commis par des groupes terroristes, quels qu'en soient les motifs, dont la levée de fonds ou l'obtention des concessions politiques, se déclarant déterminés à prévenir ces actes et à faire en sorte que les otages soient libérés en toute sécurité, sans que soient versés des rançons ni accordés de concessions politiques, conformément aux règles applicables du droit international. Un dispositif impliquant 1000 policiers sera mis en place dans 58 postes de police pour sécuriser les plages autorisées à la baignade et assurer le confort des estivants, a déclaré le directeur général de la sûreté publique, le contrôleur de police Aïssa Neili. Selon le même responsable, ce dispositif des unités républicaines de la sûreté nationale qui conforteront la couverture sécuritaire dans les villes internes qui enregistrent à leur tour une activité culturelle et artistique intense inclus autour des sites archéologiques. Il a révélé l'importance des mesures prévues par le plan Azur, notamment au plan de la prévention, de la sensibilisation au risque des accidents de la route et conséquences du non-respect des règles de sécurité routière autour des actions et de solidarité avec les différentes catégories de la société. Par ailleurs, les moyens consacrés par le secteur pour reconforter la sécurité par les unités hélicoptères de la Sûreté nationale qui disposent actuellement de 14 hélicoptères dotés de techniques de pointe pour acheminer des images de haute définition vers les centres de commandement au niveau local et central. Le mausolée royal de Mauritanie, surnommé tombeau de la chrétienne, est un monument de l'époque numide, situé en Algérie sur l'actuelle commune de Sidi El Rached, à une soixantaine de kilomètres à l'ouest d'Alger. Il comporte une partie cylindrique ornée sur son périmètre, dont le développement est de 185,5 mètres, de 60 colonnes engagées surmontées de chapiteaux ioniques et supportant une corniche. Cette partie présente 4 fausses portes situées aux points cardinaux. Ce sont des panneaux de pierre de 6,9 mètres de hauteur, encadrés sur un chambranle et partagés au centre par des moulures disposées en croix. L'entrée véritable du monument longtemps ignoré se situe dans le soubassement, sous la fausse porte de l'Est. Elle a été découverte lors de la campagne de fouilles menée en 1865 par Adrien Berbrogger, inspecteur des monuments historiques, à la demande de Napoléon III. C'est une porte basse, 1,1 m de haut et étroite qui donnait sur une dalle coulissante en grès, trouvée brisée. Ensuite, un couloir d'accès très bas conduit au vestibule des lions. Il est ainsi appelé parce qu'on y voit un lion et une lionne sculptés en relief au-dessus de l'accès au couloir intérieur.
Ce vestibule voûté mesure 5,33 mètres de long, 2,52 mètres de large et 3,20 mètres de haut. Des sources historiques indiquent que Cléopâtre Sélénie, épouse du roi numide Juba II et fille de Cléopâtre, la reine d'Égypte, est enterrée dans ce monument. François Hollande a signé mardi le décret convoquant le Parlement en session extraordinaire en juillet. Au menu des réjouissances, le projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, présenté mercredi en Conseil des ministres. Au débat, le projet de loi de finances rectificative, le projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, ainsi que 2 textes non encore déposés. La proposition de loi relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur et le projet de loi renforçant la prévention et la répression du terrorisme. Députés et sénateurs continuent à débattre de la réforme ferroviaire, dont l'examen a commencé mardi, au 7e jour de la grève de la SNCF. Ils poursuivent l'examen déjà entamé de plusieurs projets de loi sur l'économie sociale et solidaire, l'égalité entre les hommes et les femmes, l'agriculture, la réforme pénale, les empreintes toxiques souscrites par les collectivités locales et les infrastructures de recharge des véhicules électriques. Le général de Gaulle lance son célèbre appel à la résistance sur les ondes de la BBC depuis Londres, refusant la capitulation de la France face à l'ennemi nazi. Le général de Gaulle rejoint Londres afin d'y poursuivre le combat. Le 18 juin, il lance depuis la BBC son célèbre appel à continuer la lutte, acte fondateur de la France libre. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. À cette occasion du 18 juin, François Hollande et Manuel Valls se sont rendus au Mont Valérien pour rendre hommage aux 22 membres du groupe Manouchian, résistants de la première heure au nazisme et fusillés en février 1944. Après une revue des troupes et une minute de silence, le chef de l'État et le Premier ministre ont écouté une lecture de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Les forces de sécurité irakiennes ont chassé des insurgés de Bakouba, une soixantaine de kilomètres au nord de Bagdad, où ils avaient brièvement pris le contrôle de plusieurs secteurs, selon les responsables de l'armée et de la police. Des dizaines de personnes sont mortes mardi. Des combattants djihadistes ont par ailleurs lancé mercredi un assaut contre la principale raffinerie de pétrole en Irak, intensifiant leur offensive et contrôlant désormais de larges territoires. Le président ukrainien Petro Poroshenko a annoncé mercredi 18 juin qu'il allait ordonner sous peu un cessez-le-feu unilatéral dans l'est du pays, dans le cadre de son plan de paix pour mettre fin à une insurrection séparatiste pro-russe. Le plan de paix débute avec mon ordre de cessez-le-feu unilatéral, a déclaré le président pro-occidental. Dans son plan de paix, le président ukrainien appelle Vladimir Poutine à reconnaître officiellement les nouveaux dirigeants du pays après la chute de l'administration pro-russe fin février. Par ailleurs, au moins 325 personnes ont été tuées depuis le début d'une opération militaire ukrainienne le 13 avril. Une explosion dans un entrepôt de munitions a tué 17 soldats de l'armée chinoise dans une province du centre du pays, a rapporté mercredi la presse officielle. Les soldats de l'armée populaire de libération s'affairaient mardi après-midi à ranger des munitions dans un lieu de stockage, à Enjiang, métropole du Hunan, lorsque s'est produite la déflagration. La gestion des suites de l'accident est en cours et l'enquête sur les raisons de l'explosion se poursuit. Dotée de la plus grande armée du monde et effectif, la Chine se caractérise par le 2e budget de défense le plus élevé de la planète et œuvre pour la modernisation des équipements parfois obsolètes et à acquérir un armement plus sophistiqué. Nous commençons nos brèves culturelles par la 8e journée nationale du théâtre pour enfants qui débutera samedi prochain à Boudouaou dans la wilaya de Boumerdès. S'étalant sur 4 jours à la salle de théâtre du centre culturel de Boudouaou, ces journées verront la participation de nombreuses troupes théâtrales. Des ateliers de formation pour les enfants dans le domaine de la comédie, de l'écriture théâtrale portent au programme de cette manifestation, prévoyant aussi l'organisation d'un hommage pour de nombreuses figures artistiques connues. Une cérémonie pour la distinction des meilleurs comédiens, pièces et troupes théâtrales en thème de la mise en scène de la journée choisie avec le prix du Masque d'Or clôturera ces journées théâtrales organisées en collaboration avec la commune de Boudouaou.
La 11e édition du Festival national de la poésie populaire et de la chanson bédouine, qui a débuté hier soir à Tessemsilt avec la participation de 30 troupes et plus de 50 poètes venus de 35 wilayas. Cette manifestation organisée par la direction de la culture dans le cadre du Festival de la Fête Indépendance et sous le slogan L'unité nationale a été marquée par un défilé des troupes participantes à la place du 5 juillet au centre-ville et des spectacles de calvarie et des troupes folkloriques en présence d'un public venu nombreux. Le public aura droit durant cette manifestation à 10 jours à des soirées de la chanson bédoui et des lectures poétiques à la maison de la culture Mouloud Kassem, Naït Belqasem et le théâtre en plein air. Le programme de ce festival prévoit également des ateliers sur la recherche dans la littérature populaire, la documentation et l'archive du patrimoine, les droits d'auteur et la formation, l'encouragement des talents encadrés par des universitaires. Merci de nous avoir prêté attention. Restez sur Beurre TV pour la suite de nos programmes.